Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Lynch. À la une ce mois. À la une ce mois, nous allons parler de l'endettement responsable en Afrique et de ses liens avec la justice fiscale et la justice sociale. Avec Martin Tsunke, un expert du Cameroun, nous allons voir que si on prélevait le juste impôt et qu'on réalisait les justes dépenses publiques, peut-être qu'on aurait un endettement qui soit beaucoup plus conforme aux objectifs du développement. Et toujours pour le podcast de ce mois, nous parlerons des fonds Covid. Aujourd'hui, ils posent un vrai problème en Afrique et c'est le cas au Cameroun où un rapport d'audit a été rendu par le ministère des Finances, mais des imprécisions, des imperfections qui laissent penser que la justice sociale n'a pas été totalement respectée. Franck Essi est un acteur de la société politique, mais aussi la société civile. Il est notre invité de ce jour. Je rappelle que vous pouvez écouter ce podcast sur notre page de podcast impotsocial.libsyn.com, Libsyn avec S-Y-N. Mais vous pouvez aussi aller sur notre page YouTube www.impôts et justice sociale ou encore interagir avec nous sur notre page Twitter #impotsocial ou notre page Facebook Impôts et justice sociale. Et pour ceux qui veulent nous écrire directement, impôt avec S-8 social @outlook.fr. Enfin, ceux qui ont Stitcher, vous allez sur l'application et vous aurez votre programme. Voici pour la une, à tout de suite pour les détails. La dette, pour beaucoup, c'est un passage incontournable si on veut financer son développement, surtout que cela permet une juste répartition de l'utilisation des infrastructures sur une longue période. Par exemple, il ne serait pas du tout juste que ce soit uniquement les citoyens d'aujourd'hui qui financent des routes qui seront utilisées par les citoyens de demain, les prochaines générations de contributeurs fiscaux. Oui, quand on a fini de dire ça, il faut rappeler que la dette, finalement, doit être bien pensée parce qu'aujourd'hui en Afrique, après qu'on soit sorti de la période des pays pauvres très endettés, on est de nouveau revenu dans un cycle de l'endettement avec des services de la dette, c'est-à-dire des remboursements de la dette sur le budget collecté avec les recettes fiscales qui atteignent aujourd'hui les 30% en Afrique. Et c'est un problème. Nous collectons de l'impôt non plus pour construire des écoles, des routes, des hôpitaux qui manquent en cette période de pandémie, de Covid et de tous les risques de pandémie, mais nous collectons 25% des impôts pour rembourser des industriels de la dette, des banques d'investissement, des grands groupes financiers internationaux. Et c'est là qu'il y a problème. Et avec Martin Tsunke, nous allons discuter de ce qu'on appelle la dette responsable. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec lui, le président d'African Development Interchange Network. Martin Tsunke, vous travaillez sur les problématiques de financement du développement en Afrique et aujourd'hui vous interagissez avec d'autres organisations. Il y a cette grande discussion autour de la dette responsable en Afrique. Est-ce que vous pouvez partager l'essence de ce concept avec nos auditeurs ? C'est un concept simple. Il s'agit tout simplement de s'assurer que quand on va à l'extérieur chercher des ressources pour financer son développement, qu'on le fasse de façon bien pensée, de façon rationnelle, pour ne pas se retrouver en surendettement, c'est-à-dire pour ne pas se retrouver dans une situation où on n'est plus capable de payer le service de la dette et on est en porte-à-faux avec les bailleurs de fonds.
C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir bien orienter les ressources d'emprunt pour que ça serve effectivement le développement. Alors, est-ce que finalement, au-delà du débat pour ou contre, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'injustice sociale pour les pays les plus faibles en matière de dette? On voit très bien que d'autres pays, les États-Unis encore récemment, peuvent à chaque fois repousser le plafond de leur endettement, mais pour les pays qui sont moins puissants, on leur met la pression d'avoir une dette orthodoxe. Est-ce que ces discussions intègrent vos réflexions et comment est-ce que vous les abordez? Mais justement, discuter en termes d'orthodoxie ou en termes de pour ou contre est un problème. Il ne s'agit pas de dire si on est pour ou contre la dette, parce que ça ne sert à rien d'ailleurs de dire si on est pour ou contre. Il s'agit tout simplement de réfléchir sur les questions en lien avec la dette pour s'assurer que tout ce qu'on fait en matière de recherche de ressources pour le développement soit efficace pour l'Afrique. Donc, en réalité, la question n'est pas tant de dire qu'on est pour ou contre, ou même de s'offusquer du fait que certains veulent montrer l'Afrique comme étant un continent irresponsable en matière d'endettement. Non, il s'agit plutôt de réfléchir sur de bonnes pratiques en matière de choix de projets vers lesquels on oriente les ressources d'endettement. Il s'agit d'un suivi efficace de la gouvernance financière pour qu'on ne se retrouve pas dans des situations de flux financiers illicites ou d'autres tares comme la corruption. Il s'agit en fait de s'assurer que quand on mobilise des ressources, ce soit effectivement pour le développement. Vous parlez de gouvernance financière, de flux financiers illicites est un sujet qui nous intéresse chez Tax Justice Network. Est-ce que dans votre réflexion, vous imaginez un processus où une dette responsable passerait par une fiscalité beaucoup plus responsable au niveau international? D'ailleurs, il ne faut pas discuter de la dette comme tout simplement la dette. La dette est une conséquence de tout le processus de financement pour le développement. Et dans le processus de financement pour le développement, vous avez la mobilisation des ressources internes. Vous avez donc la mobilisation de ressources externes qui génèrent la dette. Donc, c'est tout cela qui vous amène à avoir ou à ne pas avoir une situation d'endettement. C'est-à-dire, la dette n'est pas la dette pour la dette. La dette est la dette tout simplement comme une conséquence du processus de mobilisation de ressources pour le financement. Donc, ce dont nous parlons, ce n'est pas seulement de la dette. Nous parlons du financement pour le développement. Et la base principale du financement pour le développement, c'est la mobilisation des ressources internes, c'est-à-dire à travers la fiscalité d'abord, mais pas seulement la fiscalité, parce que là aussi il y a un problème. Généralement, quand on parle de mobilisation de ressources internes pour le développement, on a tendance à ne s'appesantir que sur le système fiscal, à ne s'appesantir que sur les réformes fiscales. Il n'y a pas que cela. La fiscalité est une résultante. La fiscalité est la résultante du système économique productif. Ça veut dire que quand on parle de système fiscal, il faut déjà penser à la base fiscale, c'est-à-dire à l'assiette fiscale. D'où vient l'assiette fiscale? L'assiette fiscale est relative à votre système de production, à votre système économique. Il faut donc déjà penser à mettre au meilleur niveau le système de production économique pour que l'on puisse jouir d'une bonne base fiscale et avoir une fiscalité de qualité. Oui, déjà, même en attendant de mettre une bonne base fiscale qui est essentielle, on est aujourd'hui dans un système international où finalement les plus forts, les plus riches, comme on dit, ne veulent pas participer au jeu fiscal équitable et vertueux. On l'a revu récemment avec le G20 et l'OCDE qui ont adopté une réforme internationale aujourd'hui contestée par beaucoup de pays africains. De votre point de vue, quelle serait la meilleure collaboration fiscale internationale qui permettrait de pouvoir repousser les limites de ce qu'on appelle un endettement massif des pays faibles? Alors, il faut déjà dire que nous sommes dans un système inégal. Et dans un système inégal, figurez-vous, les plus forts voudront rester les plus forts. Et il ne faut pas se leurrer. Ils ne viendront pas aider
les plus faibles à ne plus être faibles. C'est aux plus faibles de se donner la force pour peut-être être plus fort que les plus forts. Donc, quand j'ai fini de dire cela dans ce mélange, il faut dire que l'Afrique doit regarder où se trouvent ses intérêts et se positionner. Et se positionner sans toujours attendre de réagir à ce que les autres disent ou à ce que les autres font. Nous n'avons pas à attendre que l'OCDE fasse quoi que ce soit. Je crois que l'Afrique elle-même devrait déjà se replier sur elle-même, regarder où est son intérêt fiscal et prendre une option, tout comme l'OCDE a pris une option. Ça veut dire que nous avons la faiblesse de toujours réagir à ce que font les autres et parfois nous pensons voguer dans un monde injuste alors que c'est nous-mêmes qui favorisons l'injustice contre nous. Alors, pour peut-être sortir pour une première fois, parce qu'on reviendra sur ce sujet, quel est le mécanisme de dette responsable tel que vous l'envisagez et quelles sont les options que vous pouvez suggérer, peut-être pas proposer, mais suggérer au gouvernement et même à tous les acteurs qui participent au financement du développement de l'Afrique? Oui, je crois que sur ce plan-là, il y a une organisation panafricaine, Afrodad, qui a fait un travail de qualité, qui a facilité la formulation d'une sorte de charte africaine de l'endettement, qui a un certain nombre de principes, des principes simples, je crois qu'il y en a 9. Donc des principes tels que il faut bien choisir la raison pour laquelle on s'endette. Il faut s'assurer que les ressources d'emprunt sont effectivement orientées vers la réponse à des besoins réels. Il faut s'assurer que les projets pour lesquels on s'endette sont des projets viables. Il faut s'assurer que la gestion des ressources d'endettement est assurée par une entité spécialisée dans ce domaine-là. Il faut s'assurer que les acteurs qui gèrent les institutions en lien avec l'endettement se comportent comme des agents au service de l'État. C'est-à-dire, quand je dis au service de l'État, je ne veux pas dire des fonctionnaires de l'État, non, en fait, des gens qui se sentent responsables du sort des populations africaines. Il faut s'assurer que l'on se donne des moyens à travers les projets qu'on met en œuvre, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des projets qui génèrent des ressources qui nous mettent en position de pouvoir assurer le service de la dette. Donc voilà, je n'ai certainement pas cité tous les principes. Il y a donc ces principes-là qui figurent dans la charte africaine de l'endettement qui peuvent aider nos leaders à mieux orienter leurs actions en matière d'endettement. Merci beaucoup Martin Nsounke. Je rappelle que vous travaillez avec ces organisations africaines qui militent pour une dette responsable. Un sujet très important lorsqu'on sait que de plus en plus les budgets des États servent à rembourser la dette qui a été empruntée, c'est-à-dire la fiscalité n'est plus au service du développement, mais au service des prédateurs du marché de la dette. Nous reviendrons dessus certainement pour discuter des next steps. Mais est-ce qu'il y a des next steps? Quels sont les next steps? Quelles sont les prochaines étapes? À quoi il faut s'attendre au niveau du calendrier africain de votre activité? Je crois que l'étape cruciale est d'amener tous les acteurs à bien comprendre le sujet. D'ailleurs, vous avez formé des acteurs du corps des médias en Afrique pour ça. Tout à fait. Nous avons commencé à renforcer leurs capacités et à les sensibiliser pour qu'ils s'intéressent à ce sujet-là, afin qu'ils viennent renforcer justement l'équipe de formateurs et de sensibilisateurs sur la dette pour que l'on développe un plaidoyer collectif qui amène nos gouvernants à prendre la bonne décision quand il faut. Ça, c'est une étape. Une autre étape est de s'assurer que justement les principes que nous citions tout à l'heure sont intégrés aux différents cadres institutionnels et légaux des États africains, parce que si on peut imaginer l'ensemble des États africains appliquant donc les principes de la charte africaine de l'endettement, on aurait un système beaucoup plus cohérent
un système comparable et un système que l'on peut agréger efficacement pour que l'Afrique se retrouve solidaire dans son argumentation ou alors dans sa position en rapport avec les autres acteurs internationaux. Merci beaucoup Martin et à très bientôt. Merci, c'est moi qui vous remercie. Un autre sujet qui préoccupe les populations en Afrique, c'est la manière dont les fonds Covid ont été utilisés. Dans un cas précis, celui du Cameroun, on parle de plus de 180 milliards qui avaient été prévus pour apporter du soutien aux personnes victimes de la pandémie, aussi bien sur le plan sanitaire que sur les autres plans. Évidemment, on n'a pas pu mobiliser 180 milliards, mais 161 milliards, et on apprend des choses énormes en termes de justice sociale. On a pris des impôts de Camerounais, et pourtant, il me semble que certaines personnes ont tiré profit de la situation au détriment de la justice sociale véritable, ou encore même de la justice fiscale en termes de justice de politique budgétaire. Franck Essi est un acteur politique camerounais, mais il est aussi surtout le président du mouvement Stand Up Cameroun qui demande aux populations de revendiquer plus de justice sociale. Écoutez l'entretien que j'ai eu avec lui lors de mon passage à Douala, la capitale économique du Cameroun. Franck Essi, il y a ce rapport du ministère des Finances qui est venu apporter des éclairages du gouvernement sur l'utilisation des fonds Covid. Les fonds Covid aujourd'hui font l'objet d'un tracking au niveau international en termes de justice sociale, mais aussi en termes de justice fiscale. Alors, vous, quand vous avez lu ce rapport, quel est le sentiment que vous avez ressenti sur la manière dont l'argent des Camerounais a été utilisé? Est-ce que vous vous sentez rassuré par la façon dont on a utilisé de la ressource publique afin de pouvoir soutenir les Camerounais face à la pandémie de coronavirus? Bon, je crois que pour parler spécifiquement du rapport du MINFI, il faut dire qu'il nous apporte quand même des informations qui manquaient sur les sommes qui ont été mobilisées au niveau national, les différents intervenants, autres que le gouvernement qui a apporté des contributions. Et la première information est qu'on a mobilisé moins de fonds que attendu. On voulait 180 milliards, on a eu 161 milliards. Ensuite, il nous indique que globalement, il y a le ministère de la Santé qui continue à être problématique dans le dispositif parce qu'il n'a pas pu justifier à ce jour, c'est-à-dire en juillet 2021, les 45 milliards d'avance trésorerie qui lui ont été avancés avant le début de la mise en place de l'ensemble du dispositif de gestion des fonds Covid. Maintenant, il relève qu'il y a aussi 40 milliards qui n'ont pas été absorbés par certaines administrations, simplement parce qu'elles n'ont pas été capables de respecter les procédures internes en matière de gestion des fonds publics. Donc ceci révèle donc qu'il y a des dysfonctionnements, on a une administration qui n'est pas performante, ces fonds n'ont pas été gérés de façon tout à fait performante, de façon transparente, de façon à rassurer les Camerounais sur le bon usage. Maintenant, si on croise les informations de ce rapport avec les informations issues des rapports de l'audit de la Chambre des comptes, c'est là où on tombe dans la consternation, l'inquiétude, et parce que simplement les chiffres ne concordent pas entre... On va revenir dessus, mais parlons un peu de ces 45 milliards du ministère de la Santé. On découvre au grand jour que le gouvernement du Cameroun ne dispose pas d'un mécanisme pour la gestion des dépenses urgentes et impératives. D'un point de vue de l'équilibre budgétaire, de la politique fiscale, est-ce que vous, en tant qu'acteur politique qui travaillez pour le changement du Cameroun, est-ce que vous trouvez que tout ça est cohérent? Je dirais qu'il y a un dispositif qui existe sur le papier, dans les lois, dans les différents mécanismes qui ont été mis en place à travers les procédures. Seulement, c'est l'application qui est problématique. C'est le respect par les différents acteurs qui est problématique. C'est les sanctions qui doivent suivre dès que
au départ, en milieu ou vers la fin d'une procédure, on observe des dysfonctionnements. Donc c'est encore le fait que les institutions de régulation ne se prononcent pas comme il le faut qui est problématique. Donc moi je pense que c'est lié forcément au leadership politique, c'est lié au leadership administratif de notre pays et à la culture non écrite mais vivante de non-performance, d'impunité qui règne malheureusement. Et pour rester sur le plan strictement politique, on ne peut pas penser qu'avec le même leadership, avec la même culture, avec les mêmes hommes, on peut produire des résultats différents. Certainement, on aura des changements, mais en attendant, il y a eu des évolutions majeures, notamment il y a eu ce code de transparence et de bonne gouvernance qui impose au gouvernement, à l'administration publique de rendre public accessible toutes les informations sur la dépense de l'argent des Camerounais. Est-ce que vous avez globalement été satisfait de l'application de cette loi dans le cadre de la transparence sur les fonds Covid? Non, parce que le rapport d'exécution du MINFI a été publié sur le site, ce qui est une avancée, mais ce n'est pas le cas par exemple pour les audits. Ce n'est pas le cas pour tous les ministères qui gèrent les fonds publics. Ils ont des sites qui ne sont pas à jour. Parfois, des communiqués même ne sont pas mis sur les sites. Donc, en termes d'accès à l'information, on est loin du compte. Et maintenant, quand on regarde la façon dont les informations sont présentées, parce que le diable est dans les détails, c'est présenté de manière à ce que les citoyens ne peuvent pas forcément s'y retrouver. Donc, ça n'aide pas aussi à une bonne compréhension par le public de ce qui se fait. Et encore, quand on croise maintenant les informations des différentes administrations, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de synergie. C'est comme s'il n'y a pas de réelle coordination entre les ministères. Et c'est comme si, en réalité, comme vous le dites, on est encore dans un pays où on ne peut pas croire aux chiffres officiels, tellement ils sont contradictoires et ils ne sont pas cohérents les uns avec les autres. Alors, on va peut-être, avant dernière question, il y a dans le dispositif de lutte contre le Covid un mécanisme visant à donner de la liquidité aux entreprises. Aujourd'hui, on n'a pas une idée claire de quelles sont les entreprises qui ont reçu. L'argumentaire veut que de grands groupes multinationaux ont peut-être bénéficié d'une liquidité dont forcément ils n'avaient pas autant besoin que les petits business locaux qui payent quand même des impôts à travers leurs activités quotidiennes. Est-ce que vous pensez que la justice sociale dans le soutien aux individus, aux entreprises, est-ce que ce rapport vous permet d'être édifié sur la manière dont le gouvernement est intervenu? Non, malheureusement, parce que il n'y a pas de réelle transparence sur les critères qui ont prévalu, sur les secteurs clés qui ont été prioritaires. Je me souviens que pendant la pandémie du Covid, le secteur par exemple de la tomate a connu un choc important. Les promoteurs de ce secteur étaient laissés à eux-mêmes et je n'ai pas vu jusqu'à ce jour d'accompagnement réel qu'ils ont suivi. Donc il n'y a pas d'informations précises sur les secteurs, sur les critères et sur les montants globaux en fonction aussi de la répartition territoriale de ces entreprises. C'est ce qu'on appelle les filières compétitives pour nous. Et on se serait aussi attendu à ce que l'injection de ces fonds participe non seulement à atténuer le choc externe qu'est la Covid, mais contribue à accélérer la transformation structurelle de l'économie en réduisant en même temps cette dépendance extérieure avec la fameuse stratégie de import substitution. Là aussi, le rapport n'est pas clair sur comment on a avancé là-dessus. Peut-être ce n'est pas au ministère des Finances, mais c'est avec le ministère de l'Économie qu'on doit pouvoir avoir ce type de rapport pour dire on a profité de ce choc, on a profité de ces fonds pour avancer de tels niveaux dans ce domaine-là. Au niveau social aussi, je peux vous dire que malheureusement, la corruption qu'on constate depuis des années au Cameroun s'est aussi observée. Nous avons des preuves que, par exemple, au niveau de Douala, les ménages qui ont reçu les filets sociaux ne sont peut-être pas les ménages les plus défavorisés et ils n'ont pas perçu totalement ce qui était affecté. Et ça aussi, c'est problématique, ça mérite un audit. Donc, ça me permet aussi donc de questionner même l'ensemble de l'audit qu'on devrait faire de cette gestion des fonds Covid pour relever que, à ce jour, il n'y a pas d'audit, si vous voulez, de ces filets sociaux global. Il n'y a pas de vérification au niveau des collectivités territoriales décentralisées qui ont reçu une part de l'argent. Et ce qu'elles ont fait de ça, il n'y a pas de vérification si les entreprises là, toutes qui sont prioritaires, qui sont les plus exposées dans les secteurs comme le tourisme, le transport, les plus affectés, ont reçu des accompagnements. Il n'y a pas d'audit aussi sur, comment je vais dire ça, certains ministères ont joué un rôle important, le ministère de l'administration territoriale, qu'on ne peut le citer, on ne parle quasiment pas de lui. Donc tout ça montre que
quand on n'a pas la vue d'ensemble, on est sceptique et ce n'est pas une bonne chose dans la confiance qu'on doit avoir dans les institutions en tant que crise. Dans tous les cas, les grandes entreprises ont bénéficié des dépenses fiscales et n'ont pas payé des impôts durant la période. Non, il y a eu des légers reports parce que là aussi je peux vous dire qu'il y a eu des discours, mais dans la pratique ce n'était pas le cas. Moi je travaille dans une PME qui n'a connu aucun répit, au contraire. Mais les grandes entreprises, elles avaient des avocats pour faire tenir l'État. Vous savez bien que 90% du tissu économique du pays, c'est les petites entreprises, les TPE. Donc là aussi, il faut regarder. Comme vous le dites, sans doute, il y a eu injustice d'un point de vue fiscal, social, voire économique. Donc à ce titre-là. Des ONG comme Tax Justice Network, qui est basée à Londres, pensent aujourd'hui à mettre en place ce qu'on appelle un COVID tracker, c'est-à-dire une espèce d'indice qui permettrait de suivre comment est-ce que les États ont réagi sur le plan budgétaire et fiscal à la Covid afin de gérer les prochaines pandémies. Est-ce que vous pensez que ce type d'indices indépendants, autonomes, analysés, peuvent être un important instrument d'amélioration de la justice, de l'équité fiscale et sociale? Absolument. Moi, j'ai une maxime que je répète d'habitude. Je dis la qualité des pouvoirs dépend de la qualité des contre-pouvoirs. C'est-à-dire qu'il est très important aujourd'hui que la société civile, entendue comme les organisations corporatistes, les organisations d'experts, les organisations différents sectoriels, puissent aussi faire la veille, parce que c'est dans leur intérêt de ne pas prendre au mot un État qui a différentes difficultés structurelles à mettre en œuvre ses propres engagements. Donc c'est très important que de façon indépendante, on puisse justement contrôler, vérifier, mettre en perspective, suivre tout ce que l'État dit faire au nom des populations. Et en faisant ce petit travail sur non seulement le Covid au Cameroun, nous-mêmes au niveau du Cameroun, en croisant les rapports officiels, les discours officiels, ce qui est dit par les ministres, ce qui est appliqué sur le terrain, on se rend compte du gap et c'est absolument vital que d'autres voix s'ajoutent aux nôtres pour mettre une pression positive sur les gouvernements. En tout cas, Franck, ici, moi, je vous dis merci. Vous êtes secrétaire général du CPP, le Cameroun People's Party. Vous êtes un homme politique très engagé, mais vous êtes aussi un acteur de la société civile. Vous travaillez pour le Stand-Up Cameroun. Vous voulez que les choses changent. Je vous remercie d'avoir participé à cet échange d'impôts et justice sociale, qui est une émission de Tax Justice Network, qui examine la manière dont les impôts sont collectés, mais aussi la manière dont les dépenses budgétaires sont faites au profit de la justice sociale et fiscale. Je vous remercie. Merci à vous. Voilà, une dette au service d'une justice sociale plus effective, une utilisation plus conforme aux objectifs d'équilibre fiscaux et de justice et d'équité sociale pour les fonds Covid. Voilà les éléments que nous avions en discussion pour ce podcast. Je rappelle qu'il y a toujours beaucoup de sujets que nous sommes en train de préparer. Notamment, nous travaillons sur cette affaire d'accord fiscal international signé par le G20 et l'OCDE. Nous sommes encore en train de collecter les avis des experts de l'Afrique et nous espérons pouvoir partager ça avec vous très bientôt, mais vraiment très bientôt, afin que nous puissions tous éclairer sur les questions de justice sociale et de justice fiscale. C'était tout pour cette édition. Je rappelle que vous pouvez l'écouter sur notre page de podcast imposocial.lipsyn.com. Et pour ceux qui veulent aller sur notre page YouTube, www.impôts et justice sociale. Vous pouvez aussi retrouver cela sur la page du podcast de Tax Justice Network. C'est de taxcast.net et vous cliquez sur l'onglet en français. Et pour ceux qui veulent interagir avec nous, notre page Twitter, c'est #impôts-social, notre page Facebook, Impôts et Justice Sociale, et sur Stitcher, vous recherchez Impôts et Justice Sociale. Voilà, c'était ça pour l'édition de ce mois. À très bientôt pour d'autres éléments de justice sociale, mais surtout aussi de justice fiscale.